Je crois qu'on est à une sorte de croisée des chemins dans la destinée de notre nation. Je crois qu'il y a des immobiles qui ne perçoivent pas que ça bouge et des gens en mouvement qui ne bougeront pas. Je vois des marins sur un voilier qui veulent maintenir un cap alors que le vent tourne. Ils veulent rester à flot. La mer République s'agite et le courant est dur à dompter. Le capitaine veut continuer de lutter contre le courant tandis que d'autres veulent l'accompagner. Nul ne sait si le bateau arrivera à bon port, ni même lequel des ports est le bon. Ça m'intrigue, ça me tracasse, ça m'amuse aussi. Alors voilà pourquoi je fais cette vidéo. Avant de commencer, je tiens à vous préciser que mon analyse est totalement subjective. Elle n'est pas à prendre au pied de la lettre. Elle est le résultat d'une réflexion personnelle qui découle de ma perception de la situation actuelle en France. Je n'ai pris personnellement part à aucune manifestation. Je ne suis pas allé sur des ronds-points, je n'ai pas enfilé de gilets jaunes. Je n'ai donc vu l'évolution de cette crise qu'à travers des prismes médiatiques. Mais j'ai fait l'effort de croiser les sources. J'ai regardé les grands médias nationaux, la presse locale, la presse internationale, la presse citoyenne. Bref, j'ai essayé d'écouter le son de toutes les cloches qui sonnaient avant d'essayer de synthétiser ce qui en découle, afin de bien comprendre cette mélodie et ses subtilités. Une chose est sûre, il y a des fausses notes de chaque côté. Reste à savoir lequel a la meilleure partition. Bon. Il y a trois camps dans cette histoire comme dans la plupart des conflits. Il y a ceux qui soutiennent, ceux qui désapprouvent et ceux qui s'en battent les couilles. On l'oublie souvent, le troisième camp, mais il existe. Il y en a qui s'en battent les couilles. Parmi les soutiens au mouvement des Gilets jaunes, il y a des soutiens que je qualifie de passifs et des soutiens que je qualifie d'actifs. Pareil chez ceux qui désapprouvent. Les passifs sont ceux qui ont choisi un camp mais qui ne font rien de significativement concret pour l'aider. Ils n'ont qu'une opinion qui n'a pas été transformée en acte. Les actifs sont ceux qui ont choisi un camp et qui en plus de ça ont décidé d'associer à leur opinion des actes. Chez les Gilets jaunes, le soutien actif se concrétise par le port du gilet, la participation aux manifestations, blocage, présence sur les ronds-points, etc. Se mettre en arrêt maladie quand on est policier, CRS ou gendarme, car oui, refuser d'agir contre un camp alors qu'on en a la possibilité et qu'on l'exige de nous, c'est une forme de soutien vis-à-vis de celui-ci. On a aussi la participation à l'information ou à la désinformation du public, c'est aussi une forme de soutien. La critique de l'opposition au mouvement, qu'elle soit constructive ou destructive. On a également la participation à des réflexions citoyennes, le recours à la force. Oui, il y a une forme de soutien qui est violent. Dans les deux camps, hein. Oui, chez les Gilets jaunes, il y a une mouvance minoritaire violente. Je ne parle pas des casseurs. Hein. Pour moi, les casseurs ne sont pas dans une recherche de résultats autre que l'accomplissement d'une détérioration. La mouvance violente des Gilets jaunes est, elle, contrairement aux casseurs, dans une recherche de résultats servant un projet. Mais elle est pour moi extrêmement minoritaire. Et je précise, j'insiste, extrêmement minoritaire. D'accord ? Chez l'opposition au mouvement des Gilets jaunes, le soutien actif se concrétise par la participation à l'information ou à la désinformation du public, la critique du mouvement, qu'elle soit constructive ou destructive, la participation à des réflexions citoyennes, le recours à la force, légitime ou non. L'organisation côté Gilets jaunes est majoritairement horizontale. Il y a très peu de hiérarchie, pas mal de groupes autonomes et peu de têtes émergentes. Et celles qui sortent du lot sont considérées comme des porte-paroles et pas comme des représentants. La volonté de ne pas avoir de chef étant inscrite dans l'ADN du mouvement. De toute façon, dès qu'une personne essaie de s'imposer comme une figure d'autorité, elle est très vite discréditée par une majorité du mouvement. Si en plus elle entreprend un rapprochement vis-à-vis des dirigeants et du système de représentativité actuel, elle est systématiquement grillée, à feu doux, sur le barbecue de la trahison. Je pense que ça peut potentiellement évoluer, mais pour l'instant, c'est pas dans l'air du temps. C'est condamné par la majorité du mouvement. Alors qu'est-ce qu'ils veulent ces gens? Qu'est-ce qu'ils veulent ces Gilets jaunes? Pourquoi ils font ce qu'ils font? Dans un premier temps, ils voulaient simplement manifester une colère liée à l'augmentation d'une taxe sur le carburant. Puis, ça a dérivé sur un ras-le-bol vis-à-vis des taxes en général et des impôts jugés trop élevés ou mal dépensés. Et enfin, une défiance vis-à-vis de la classe politique et du pouvoir semble être finalement au cœur des revendications, avec notamment le RIC, référendum d'initiative citoyenne. On y reviendra plus tard, c'est un sujet qu'il faut pas mal développer. Mais en gros, il y a deux grands axes. Le premier, c'est le pouvoir d'achat. Et le second, c'est la façon dont le pouvoir est exercé dans notre pays. Il y a eu d'autres revendications, mais je les estime soit trop peu significatives, soit inclus dans les deux grands axes.
la tendance étant à l'union progressive de tous les différents courants de pensée des Gilets jaunes vers un petit nombre de revendications phares. La multiplicité des revendications individuelles tend à devenir une unicité des revendications collectives. C'est un truc qui, je pense, est très redouté par l'opposition au mouvement et particulièrement par nos dirigeants. Parce que ça rend le mouvement plus uni, plus solide, moins divisible. C'est plus difficile de pousser un groupe d'individus à se détester les uns les autres quand ils se battent pour les mêmes choses. Parce que tant qu'il y avait une multiplicité de revendications, tant que c'était flou, il y avait toujours moyen de faire un espèce de tri pour éventuellement prendre ce qui nous arrange. Des petits cadeaux à droite à gauche, des trucs faciles à faire. Mais plus le temps passe, plus les taux se resserrent autour d'exigences dont l'esquisse se précise. Et vu qu'il n'y a pas de représentants dans le mouvement, il n'y a personne avec qui négocier pour pas perdre trop gros. C'est dur, voire impossible, de proposer des contre-propositions. Et plus l'esquisse se précise, plus il y a un risque que les contours soient ancrés, si j'ose dire. C'est plus difficile à gommer ou modifier que l'esquisse. Donc plus le temps passe, plus les exigences se précisent, plus le gouvernement perd de sa marge de manœuvre. Du coup, je pense que ça risque de finir en une sorte d'ultimatum de la part des Gilets jaunes, on veut ça, point barre. Et si ça finit comme ça, le gouvernement va perdre pour des raisons purement mathématiques. Je pense, très honnêtement, que les chiffres sont du côté des Gilets jaunes. Certes, l'opposition n'est pas négligeable, mais elle est très loin d'être majoritaire. Parce que je pense que les Gilets jaunes ont une réserve très grande de soutien passif qui peuvent potentiellement devenir actifs, et aussi pas mal de gens qui sont neutres. Et au final, même si parfois la forme les dessert, le fond, les revendications des Gilets jaunes sont justes selon moi. Leur offre politique est plus alléchante, plus bienveillante et démocratique que l'offre politique actuelle. Et ce n'est pas partisan, ça ne bénéficie pas qu'à un groupe donné. Ce n'est pas les cheminots qui ont des revendications, les fonctionnaires ou même les étudiants. C'est bien au-dessus de ça, le raisonnement est plus haut. Ce sont des citoyens, des Français. Les améliorations qu'ils proposent concernent potentiellement tout le monde. L'immense majorité de la société civile serait bénéficiaire. C'est pour ça que c'est très difficile pour le gouvernement de contre-argumenter sérieusement. C'est pourquoi l'exécutif doit à tout prix faire stopper le mouvement. Donc en plus de mesures de plus en plus répressives, il organise le fameux grand débat. Pourquoi il fait ça? C'est d'une part pour éviter une mobilisation des passifs et d'autre part pour reprendre un contrôle sur l'élaboration des revendications et augmenter sa marge de manœuvre. Il va donc sans dire qu'au cours de ce débat, plein de questions très intéressantes seront posées, des solutions multiples proposées, mais qu'uniquement celles qui sont les moins contraignantes seront adoptées, et encore seulement si ça aboutit. C'est très malin comme manœuvre. C'est dans l'intérêt du gouvernement. C'est pour ça que ça se comprend. Ça permet d'une part de refuser catégoriquement certains sujets, et d'autre part de diviser le mouvement. Avec ça, ils peuvent rendre légitime à leurs yeux uniquement ceux qui participent au grand débat, ceux qui veulent discuter en opposition à ceux qui ne veulent rien entendre. Osons les mots des extrémistes, des putschistes, des dictateurs en puissance. Bref, des deux côtés, on reprend des éléments de langage à connotation négative, voire anxiogène, pour se placer comme étant le seul barrage à ces personnes. Ce débat est conçu comme une farce, une mascarade, puisqu'il a été dit qu'il n'altérera pas le cap fixé par le gouvernement. Or, ce dit débat serait organisé justement pour entendre ceux qui ne sont pas d'accord avec ce cap. Ça me fait penser à ces expressions qu'on entendait souvent dans les cours de récré, « parle à mon cul, ma tête est malade ». Même s'il y en a des deux côtés, les adjectifs à la con sont quand même vachement plus présents côté exécutif. Mais le discrédit est une de leurs priorités. Il faut faire passer les gens du mouvement pour des salauds, des racistes, des feignants, des pollueurs, des xénophobes, des casseurs, des antisémites. Des gens pas sérieux, des gens qu'il ne faut pas écouter, des gens bêtes qui ne comprennent pas, des cons. Alors oui, bien sûr, il y en a des cons, des deux côtés d'ailleurs, mais c'est tellement pas significatif. Quelques gouttes de pisse dans un océan de bonne volonté, ça n'empêche pas les gens de se baigner. Alors le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un microscope et il dit « Ah, j'ai trouvé une goutte de pisse, vous voyez? Qu'est-ce que je vous disais? C'est un océan de pipi, c'est pas sérieux ces gilets jaunes. Vous voyez ce que je veux dire ?» Le problème avec cette histoire de con, c'est que du côté exécutif, les leurs ont du pouvoir. Donc une capacité de nuisance infiniment plus accrue que du côté gilet jaune. Je veux dire, un gilet jaune qui est con, il va bloquer ta caisse ou cramer un truc. Mais un ministre qui est con, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne faut pas oublier que nos élites ne sont pas nécessairement intellectuelles. Avoir du pouvoir n'implique pas forcément de faire preuve d'une intelligence supérieure. Après, pour la défense des cons au pouvoir, les cons de la société civile peuvent se fédérer et cumuler leur capacité de nuire pour arriver à un niveau de nuisance égal.
Bref, je m'égare, je ferai peut-être une vidéo sur les cons un autre jour. Mais retenez ceci. Pour moi, un con, c'est quelqu'un qui dispose d'une capacité de nuisance et qui en use de manière irréfléchie, volontairement ou non. Bon, je referme la parenthèse. Revenons-en aux deux camps. Un truc très rigolo, c'est que des deux côtés, on traite l'autre de dictateur ou futur dictateur. Mais un dictateur, c'est quoi? C'est une personne qui concentre tous les pouvoirs autour d'elle, sans séparation des dits pouvoirs. Macron n'est pas un dictateur. Il concentre énormément de pouvoir, comme tous les présidents de la Ve République, peut-être trop, compte tenu de ce qu'il en fait, mais il n'a pas non plus les pleins pouvoirs. Ce qui est inquiétant, cependant, c'est que le gouvernement prend de plus en plus d'initiatives autoritaires qui mettent à mal la démocratie et les droits de l'homme dans notre pays. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Amnesty International. Donc c'est grave, la façon dont réagit le gouvernement. Quand un organisme international dit que ton pays, ça commence à être bof-bof niveau droits de l'homme, si en plus il en est à l'origine, c'est que le gouvernement tend à trahir les valeurs de sa propre nation. Sur ce point, la raison est du côté des Gilets jaunes. Comment peuvent-ils être des dictateurs si une de leurs mesures phares, c'est le référendum d'initiative citoyenne, à savoir une dilution du pouvoir dans ceux à qui il appartient d'après la Constitution, l'ensemble du peuple français? Comment tu veux concentrer le pouvoir autour d'une personne si ce qu'elle veut justement, c'est imposer qu'il soit mieux réparti? Comment tu peux accuser d'être un dictateur celui qui veut un meilleur partage du pouvoir? C'est ridicule. C'est justement pourquoi le référendum d'initiative citoyenne fait peur à certains de nos dirigeants. C'est comme si on demandait à un gamin boulimique s'il veut bien partager son goûter. Goûter qu'on lui a nous-mêmes filé, cela dit en passant. Bref, je reviendrai sur le RIC un peu plus tard dans la vidéo. Alors pour certains, les gilets jaunes sont des dictateurs parce qu'ils forcent des gens à mettre leurs gilets et les empêchent de circuler. Non. Déjà, comme dit tout à l'heure, ce n'est pas un bon usage du mot, et ce n'est pas parce qu'à un instant T, des individus appartenant à un groupe se comportent comme des cons, car oui, ceux qui se comportent comme ça sont des cons, que tout le groupe est coupable. C'est débile comme raisonnement. Ça revient à dire que si vous vous faites voler par un arabe, c'est que tous les arabes sont des voleurs. C'est débile. Et malheureusement, on a beaucoup de gens qui raisonnent comme ça, et ce, dans les deux camps. Des deux côtés, il y a ce genre de raisonnement. Si un CRS est excessivement violent avec moi ou un proche, c'est que tous les CRS sont excessivement violents. Si un ou plusieurs gilets jaunes sont des gros beaufs, c'est que tous les gilets jaunes sont des gros beaufs. Si un gendarme a un comportement héroïque, c'est que tous les gendarmes sont des héros. S'il y a des politiciens corrompus, c'est que tous les politiciens sont corrompus. Si un gilet jaune appelle à se rendre à l'Élysée, c'est que tous les gilets jaunes appellent à se rendre à l'Élysée. Nier la diversité d'un groupe et le juger dans sa globalité en fonction du comportement d'une minorité lui appartenant, c'est un grand classique, mais c'est irrationnel. C'est pas logique. Et on le fait tout le temps, ça, mais absolument tout le temps. C'est comme ça qu'on arrive au paradoxe où on applaudit la police quand elle arrête un terroriste et qu'on lui chie dessus le lendemain quand elle fait du maintien de l'ordre. Ce qui est dégueulasse, c'est quand il y en a qui connaissent ce genre de mécanisme et qui en abusent volontairement. Et dans les médias, malheureusement, il faut bien le dire, c'est le genre de raccourcis qui sont faits. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, M. Castaner, avait eu un discours assez similaire pour parler des casseurs. Il a sous-entendu, dans une vidéo, que puisqu'il y a des casseurs parmi les gilets jaunes qui manifestent, les gilets jaunes qui manifestent sont les complices des casseurs. C'est du génie. J'ai rarement vu un homme politique défier à ce point la logique. C'est même pas de la mauvaise foi ou un mensonge, c'est juste irrationnel, ça n'a pas de sens. Après, à mon avis, c'est peut-être quand même de la mauvaise foi. S'il a déclaré ça de manière consciente, c'était peut-être pour justifier à l'avance un usage disproportionné de la violence à venir. J'ai vu une interview de CRS, il me semble que c'était sur la chaîne YouTube de Demos Kratos, où le CRS témoignait et il disait dans son témoignage « Mais nous, on nous briefe en nous disant que les gens qui sont là ne sont pas pacifistes du tout et qu'on sera déployé face à des casseurs, des gens violents. Donc les gars, avant même de les déployer, on leur dit qu'en face d'eux, c'est des violents. Donc le gouvernement emploie volontiers sa dernière syllabe auprès de ses propres forces de l'ordre pour s'assurer leur obéissance. Et j'ai vraiment l'impression que le discours de la hiérarchie côté force de l'ordre est ultra concentré sur la violence des manifestants et des casseurs. L'organisation côté opposition active au mouvement des Gilets jaunes est dans sa portion la plus active, majoritairement verticale. Beaucoup d'hierarchie. C'est pyramidal, il y a des chefs et des subordonnés, des donneurs d'ordre et des suiveurs. Normal, c'est principalement le pouvoir exécutif. Il y a aussi, bien entendu, certaines personnes autonomes, mais je n'ai concrètement pas vu beaucoup d'actes citoyens opposés aux Gilets jaunes. Le peu que j'ai vu n'était d'ailleurs probablement pas opposé au fond, mais à la forme. Souvent,
une réponse à une frustration liée à l'action parfois un peu bête de certains gilets jaunes. Parce que oui, je le dis et je le redis, il y a des cons, même des gros cons des deux côtés, hein. Mais ils ont tendance, plus le temps passe, plus ils ont tendance à être canalisés par les autres au fur et à mesure. Je n'ai pas vu de rassemblement, de manifestation pour que le mouvement cesse. Je n'ai pas vu d'actes concrets autres que des critiques ne provenant pas de l'exécutif ou des médias. Disons que ça râle, mais globalement, ça s'arrête là. L'opinion n'est que rarement transformée en acte par l'opposition non structurelle. Alors qu'est-ce qu'ils veulent, ceux qui sont opposés au mouvement des Gilets jaunes? Principalement, ils veulent un retour à la normale, que les manifestations et les blocages cessent. Je pense que la plupart des gens qui ne sont pas liés de près ou de loin à l'exercice du pouvoir et qui désapprouvent le mouvement le font simplement parce qu'il ne les concerne pas. Ils vivent bien, dans tous les sens du terme. Ils ne sont pas forcément aisés, juste satisfaits de leur vie à l'heure actuelle, et ou non sensibles ou sensibilisés aux revendications des Gilets jaunes. Ils vivent bien, et il n'y a pas de honte à ça. Ce n'est pas un crime d'avoir une vie qui nous convient. A contrario, il y a aussi, très probablement, et c'est même certain, des personnes vraisemblablement influentes qui ont pleinement conscience des revendications des Gilets jaunes, mais qui savent qu'elles desservent leurs intérêts. C'est le cas du gouvernement et des grands patrons, par exemple. Ça ne va pas dans leur sens. Ça consiste en une réduction de leur pouvoir. Le pouvoir, qu'est-ce que c'est? Le pouvoir, c'est une capacité d'agir. La diminution d'une capacité d'agir mène logiquement à des contraintes, et il est dans la nature humaine de ne pas aimer la contrainte. Personne n'aime être forcé à quoi que ce soit. Alors quand on se sait menacé par une perte de pouvoir, on s'y accroche et on lutte pour le conserver. C'est humain. Mais pour moi, quand tu dois ton niveau de vie au travail des autres, il est normal que tu contractes une espèce de dette envers eux. Mais ça, c'est un jugement moral que j'émets et la morale varie d'un individu à l'autre. Dans tous les cas, des deux côtés, on a les intérêts suivants. Premièrement, affaiblir ceux d'en face. Deuxièmement, convertir des gens à sa cause. Et troisièmement, empêcher la conversion vers le camp opposé, des siens comme des autres. Le troisième point est un de ceux qui fait vraisemblablement le plus peur au gouvernement, étant donné qu'une partie des forces de l'ordre n'est dans les manifestations que parce que ça fait partie du boulot, et pas forcément par conviction. C'est aussi une des raisons pour lesquelles ils jouent la carte de la compréhension et de l'ouverture au débat. Si une trop grande partie des gens qui sont pour l'instant des gilets jaunes passifs ou neutres deviennent des gilets jaunes actifs, ça peut potentiellement devenir ingérable. Surtout si ce sont des gens potentiellement violents. La principale arme des deux côtés, c'est la communication. Les deux côtés ont intérêt à se placer en gentils et faire des autres les méchants. C'est pourquoi les médias au sens large jouent un rôle déterminant dans cette crise. Comme je le disais tantôt, côté Gilets jaunes sont favorisés les médias locaux et surtout la presse dite indépendante et les réseaux sociaux. Côté gouvernement, on reste dans la communication traditionnelle, communication nationale, télévision, radio, grands journaux. Les seconds ont une bien plus grande force de frappe que les premiers. Là où les gilets jaunes sont favorisés par la viralité des réseaux sociaux, l'émotion à un instant T, l'opposition dispose d'outils de matraquage puissants. On sait que c'est par la répétition qu'on fait le plus facilement entrer une idée dans la tête des gens. Et rien n'est plus puissant qu'une chaîne d'information continue pour cela, surtout si le message est simpliste et court. Surtout si on le reformule à chaque fois, mais pour toujours dire la même chose. Le cerveau humain adore les raccourcis. Ça nous ramène à ce que je disais plus tôt par rapport aux phrases qui criminalisent un groupe entier en fonction des agissements de certains de ces individus. Des deux côtés, on minimise, voire occulte volontairement ce qui nous dessert et on grossit les traits de ce qui nous sert. C'est d'une logique implacable. Côté gilets jaunes, on se concentre sur la violence policière, les difficultés de la vie quotidienne, la déconnexion de la classe politique vis-à-vis de sa population, le pacifisme, le côté bon enfant, et on met en avant des revendications sympathiques. Côté opposition, on se focalise sur la violence des manifestants, on discrédite le mouvement en se focalisant sur ses membres et revendications les moins sérieux, on joue avec les chiffres, on se pose en partisan de l'ordre et de la paix sociale, et on propose des solutions peu ou non contraignantes. On cherche également à diviser le mouvement en plusieurs petites mouvances, ce qui permet d'opposer entre eux les différents gilets jaunes. C'est le fameux adage « diviser pour mieux régner ». Je disais tantôt que les trois grands intérêts des deux camps étaient les suivants: affaiblir ceux d'en face, convertir des gens à sa cause et empêcher la conversion vers le camp opposé des siens comme des autres. Je vous propose un exemple côté gilets jaunes et un côté gouvernement.
Côté gilets jaunes, on affaiblit ceux d'en face en tentant de paralyser l'économie et en se remobilisant inlassablement. On convertit des gens à notre cause en montrant la violence physique et sociale dont fait preuve le gouvernement et en mettant en avant du pacifisme et des revendications alléchantes. On empêche la conversion vers le camp opposé en refusant les étiquettes politiques, en critiquant les mesures du camp d'en face, en étant inclusif, on reste ouvert à un maximum de monde, à peu près n'importe qui peut être un gilet jaune, et en se rendant serviable avec des opérations péage gratuit et tout pour gagner la sympathie des gens. Côté gouvernement, on affaiblit ceux d'en face en les empêchant de manifester dans de bonnes conditions, en ayant un recours systématique aux forces de l'ordre et aux techniques de dispersion de manière parfois disproportionnée. On rabâche que le mouvement s'essouffle et qu'il devient de plus en plus violent pour décourager ses membres. On convertit les gens à notre cause en montrant la violence de certains gilets jaunes et en les associant aux casseurs. On évite tant que possible d'évoquer notre propre violence et on colle des étiquettes négatives aux gilets jaunes, homophobes, antisémites, racistes, nazis. On préférera les termes de dérive rouge-brune pour plus de subtilité, mais en gros, ça revient à dire que les gens sont des nazis, hein. Dérive rouge-brune. C'est juste que c'est plus métaphorique et plus subtil. C'est de la masturbation intellectuelle. On dénonce les blocages abusifs. On fait certaines concessions, du type « Regardez, on canalise ces gens dissipés, et en plus de ça, on négocie avec eux parce qu'on les comprend ». On propose même un grand débat au cours duquel on pourra parler, mais les dispositions qui ne vont pas dans le sens du gouvernement ne seront pas prises. Bref, on empêche la conversion en créant également des primes et en mettant en valeur les forces de l'ordre face au chaos des gilets jaunes. On légifère pour montrer les muscles, on augmente drastiquement le nombre de policiers mobilisés, etc., etc. Petit point concernant la violence. On notera que d'un point de vue purement légal, elle est rigoureusement interdite et répréhensible du côté des gilets jaunes. Mais pas en face, puisqu'elle peut être exécutée par les forces de l'ordre dans un contexte légal, et normalement de manière nécessaire et proportionnée, ce qui objectivement n'est pas toujours le cas. Mais c'est légal, moralement discutable, mais légal. Après, moi je suis content que dans certains contextes, les forces de l'ordre puissent avoir recours à la violence. Si c'est pour me protéger, protéger un proche ou arrêter une personne dangereuse, c'est même une question de bon sens. Personne ne cracherait sur la police quand il en a besoin. Pour faire court, je n'ai aucun problème avec la violence défensive et proportionnée. C'est la violence d'agression qui est pour moi condamnable dans 100% des cas. Et ce, qu'importe qui l'exerce. Si toi ou un de tes proches n'est pas menacé, tu n'as pas à être violent. C'est aussi simple que ça et ça vaut pour tout le monde. Sinon, t'es un con. Oui, il y a des casseurs qui pratiquent une violence d'agression. Oui, il y a certains gilets jaunes qui pratiquent une violence d'agression. Et oui, il y a des représentants des forces de l'ordre qui pratiquent une violence d'agression. C'est factuel, c'est humain, c'est documenté. Ça ne doit pas être nié. Seule la violence de défense est tolérable à mes yeux. Mais la réponse violente, défensive, doit être proportionnée pour ne pas provoquer d'escalade. Si après qu'un con t'a bousculé, tu lui pètes la clavicule, c'est disproportionné. Si un manifestant nargue un CRS et que le CRS le frappe, c'est disproportionné. Pour moi, quand les forces de l'ordre pratiquent de la violence d'agression et de la violence défensive disproportionnée, elles deviennent des forces du désordre. Et quand les forces de l'ordre deviennent celles du désordre, elles exercent une fonction antinomique. Il faudrait alors que les forces de l'ordre soient renommées forces de l'exécutif, pour que leur épithète ne varie pas selon la situation. C'est moins stylé, mais plus factuel. Attention, il ne faut pas non plus tomber dans la caricature. L'immense majorité de ces forces travaillent pour un idéal de justice et d'entraide. Ils croient aux mêmes valeurs que tous les citoyens et ont décidé d'être leurs bras armés pour répondre justement aux bras armés qui menacent ces valeurs. Le problème, comme bien souvent, c'est les donneurs d'ordre. Le système est hiérarchisé, pyramidal, et plus on s'approche du sommet, plus on peut contraindre ces bras armés de la République à agir d'une manière plutôt que d'une autre. Il y a quantité de témoignages de flics qui se plaignent de recevoir des instructions qui, selon eux, sont au mieux disproportionnées et au pire cruelles. Mais leur devoir de réserve les force à éviter autant que possible d'émettre des opinions. Ça doit être très compliqué d'être dans la tête d'un flic qui sait qu'il a le devoir de la boucler sur certains sujets. Je comprends qu'on ne puisse pas critiquer sa hiérarchie, ça peut nuire à l'efficacité de la chaîne de commandement. Mais que faire quand cette même hiérarchie trahit ce pourquoi elle existe ? Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais il est pour moi important de le répéter inlassablement.
Des deux côtés, il y a un certain pourcentage de cons, plus ou moins conscients de ce qu'ils font. Les pires étant ceux qui sont conscients de ce qu'ils font, c'est inexcusable. Un gilet jaune qui provoque, c'est un con. Un CRS qui provoque sans en avoir reçu l'ordre, c'est un con, puisqu'il le fait de son propre chef. Il y a des vidéos où on voit certains policiers viser la tête de manifestants avec des flashballs. C'est des cons. Mais heureusement, ça arrive parfois que les collègues à côté la jouent en mode « Hé Didier, qu'est-ce que tu fous? Vise pas la tête !» Ça, je trouve qu'on n'en parle pas tant que ça. Des flics qui calment leurs collègues qui en font trop. Je pense que c'est parce que ça prouve qu'eux-mêmes estiment que certains de leurs collègues agissent mal. Il y a énormément de points de manifestation sur le territoire où les forces de l'ordre sont plus dans une logique de sécurisation que de confrontation. En zone rurale, surtout, où les gendarmes restent bien souvent pépères dans leur bagnole ou viennent taper la discussion avec les manifestants. C'est un truc qu'on occulte pas mal aussi. Après tout, eux aussi, ce sont des citoyens. Eux aussi ont des problèmes, eux aussi ont des maris, des femmes, des gosses, des emprunts à rembourser, un foyer qu'ils ont hâte de retrouver après une journée de boulot. Après, il existe aussi, et il faut bien l'avouer, chez certains représentants des forces de l'ordre, une méconnaissance, non pas nécessairement de leur métier, mais des lois qui l'encadrent. Ça peut arriver qu'un policier, un CRS ou un gendarme agisse de manière illégale sans le savoir, ou sans vouloir le savoir. Et ce n'est pas vraiment de sa faute, c'est juste qu'il ne sait pas. Tu peux pas connaître la loi par cœur. C'est pourquoi je trouve que les avocats jouent un rôle très important dans la crise actuelle. Il y a pas mal de vidéos où on voit des représentants des forces de l'ordre de bonne foi qui, pensant rendre service à la société, mènent une action X ou Y. Un avocat débarque, leur prouve par A plus B qu'ils contreviennent aux lois de notre société et ils repartent comme ils sont venus, parfois en s'excusant, sans aucune rancune. Mais il y a d'autres cas de figure qui sont pour moi beaucoup plus graves. C'est ceux qui consistent à ignorer l'avocat, l'envoyer chier. Quand on dénigre quelqu'un qui agit pour l'œuvre de justice, quand on le brutalise alors qu'il nous met face à nos propres erreurs, on se rend plus coupable encore vis-à-vis des valeurs que l'on croit défendre. Une honte républicaine. Une trahison de ses idéaux. Et plus on remonte dans la hiérarchie, plus c'est grave, parce que disposant d'un plus grand pouvoir, on doit être d'autant plus responsable vis-à-vis des actions que l'on entreprend. Il y a des pays où quand un représentant des forces de l'ordre estime avoir reçu un ordre illégal, il est en droit, voire même en devoir, de ne pas exécuter cet ordre. L'exécutif doit agir dans le cadre de la loi. C'est pour ça qu'il aime bien se mélanger avec le législatif. Si l'exécutif a le législatif dans la poche, il peut modifier ou créer des lois pour légitimer des comportements moralement discutables, mais il les rend, par ce biais, légaux. C'est ça qui est vache. Quand l'exécutif parasite le législatif, c'est la République qui a affaire à un parasite. Concernant la violence, s'acharner inutilement sur quelqu'un lorsqu'il n'est plus en situation de nuire. Même si on est dans une logique de défense, c'est cruel, c'est bestial, point barre. Un ou plusieurs CRS qui frappent un homme à terre, c'est une tentative de meurtre. Un ou plusieurs manifestants qui frappent un CRS à terre, c'est une tentative de meurtre. C'est extrêmement grave. Quand on choisit la violence pour mettre fin à une menace, cette violence devient vide de sens une fois que la menace n'est plus. Trop de gens oublient qu'il y a une différence entre la menace et la personne qui l'incarne. C'est la menace qui doit cesser d'exister, pas la personne. Si la personne ne présente plus de menace, elle devient par définition inoffensive. La sanction de cette personne doit être faite a posteriori et par un juge. Les forces de l'ordre n'ont pas à punir. Ce n'est pas leur rôle. Elles mettent fin à une menace pour enclencher un processus de sanction. Le châtiment n'a pas à être arbitraire. Oui, c'est tentant, mais c'est pulsionnel. Seul un juge peut faire appliquer un châtiment. Si un policier cherche à punir, il se substitue au juge. Il ne respecte pas l'état de droit qu'il a juré de défendre, c'est une trahison. Une personne qui en attaque une autre alors que rien ne le justifie, c'est une agression, c'est amoral. Quand la chose est planifiée, orchestrée, organisée par quelqu'un qui ne prend même pas part à la dite agression, celui qui en est l'auteur n'est pas un chien. J'aime trop ces animaux pour faire une pareille allégorie. C'est une machine. Le rouage froid d'un mécanisme huilé par d'autres. Un homme-machine qui se laisse piloter, un homme-machine qui, le temps d'un instant, a renoncé à son humanité, à sa chaleur, à sa tendresse et à sa compassion. Et son pilote, l'administrateur de son système d'exploitation, s'en frotte les mains. Vous avez des remords? C'est con, le type en face, il est mort. Vous voulez arrêter? Pas de souci, on peut aisément vous remplacer. Les robots, c'est facile à fabriquer, les humains un peu moins. Je redoute, plus que tout, le moment de bascule, où un des camps commettra l'irréparable. Je ne veux pas qu'à la suite d'une manifestation, les parents d'un flic ou d'un manifestant prennent un coup de fil et qu'à l'issue de ce coup de fil, leur visage se décompose, parce qu'ils viendront d'apprendre
que leur cœur de leur enfant a cessé de battre, à cause d'un pavé, d'un tir de flashball, d'un coup de matraque ou d'une bombe agricole. Les deux camps sont potentiellement incapables de commettre l'irréparable. C'est pourquoi il faut la désescalade. Faire la promotion de l'escalade, c'est contraire à l'ordre républicain. Faire la promotion de l'escalade en faisant semblant qu'il s'agit de la promotion de la désescalade, c'est mentir. C'est encore plus honteux quand on est le garant de l'ordre républicain. Quiconque augmente sa capacité offensive de manière disproportionnée, cherche le désordre et incite son adversaire à en faire autant dans une logique de défense. Ça vaut pour les deux camps. Parmi les revendications des Gilets jaunes, il y en a une qui s'appelle le RIC, référendum d'initiative citoyenne. C'est un truc qui fait très peur au gouvernement parce que ça consiste à nous donner un réel pouvoir politique. Et quand je dis nous, je parle des citoyens français. Pour amener le RIC sur le tapis, il faut d'abord que je vous parle de la démocratie. À l'heure actuelle, peut-être que vous l'avez remarqué, et peut-être pas d'ailleurs, mais vous n'avez aucun pouvoir politique. Vous ne faites qu'élire des gens qui sont censés vous représenter, vous et vos intérêts, mais qui au final ne le font presque jamais. Bien sûr, il y a des exceptions, avec notamment la plupart des maires. Je pense qu'il n'y a guère qu'au niveau des communes que les représentants représentent bien. Bref, je ferme la parenthèse. La France est, dit-on, une démocratie. Mais qu'est-ce que la démocratie? La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Or, le seul pouvoir que nous possédons en tant que citoyens est celui de demander à des gens de l'exercer à notre place. On est d'accord là-dessus. Nous élisons des maîtres qui nous séduisent bien souvent en mentant et qui font ce qu'ils veulent en toute impunité une fois élus. Le problème est d'ordre constitutionnel. La Constitution de notre République, les règles qui disent qui exerce le pouvoir et comment il est exercé dans notre pays, n'a pas été écrite par nous. Elle a justement été écrite par ceux qui exercent le pouvoir et qui ont décidé de comment ils l'exerceraient. Ils se sont donc octroyés des privilèges multiples tout en s'assurant notre impuissance politique. C'est logique. Confier à des élus la rédaction de nos règles, c'est s'assurer qu'ils les rédigeront à leur avantage. C'est comme confier sa cave à vin à un alcoolique ou confier son goûter à un gamin boulimique, pour reprendre la métaphore de tout à l'heure. Ce qui nous ramène donc au RIC en toute matière qui, à mon avis, va devenir, si ce n'est déjà le cas, la revendication principale des Gilets jaunes. Les référendums sont déjà des choses inscrites dans la Constitution, mais ils ne sont pas d'initiative citoyenne. Seul le président de la République peut choisir d'en effectuer un et il peut être amené à ne pas respecter la réponse. Ça s'est déjà vu, un battage de couilles complet vis-à-vis de nos votes, notamment pour le traité de Lisbonne où plus de 54% des gens ont voté contre et il a quand même été ratifié. C'est une chose très grave. Nos représentants n'ont pas respecté la volonté nationale. Or, d'après notre propre constitution, la souveraineté nous appartient. Ça s'appelle du déni de démocratie. On peut véritablement parler de trahison. Enfin bref. L'idée, avec le référendum d'initiative citoyenne, c'est justement d'inscrire dans la Constitution notre propre puissance politique. Nous donner le pouvoir de voter pour la création de lois, leur annulation, la modification de la Constitution, le fait de virer un élu qui nous aurait trahis, etc. Le tout via référendum. N'importe qui pourrait proposer un truc, après qu'au moins X ou Y milliers ou millions de gens disent « oui, j'ai envie qu'on fasse un vote pour ça ». Et après, on demande à l'ensemble de la population de voter pour ou contre ce qui a été proposé. Là, certains d'entre vous vont me dire « mais ce sera l'anarchie, on votera tous les jours pour des trucs, c'est du jamais vu, ça ne peut pas marcher ». Eh bien si, en fait. Le référendum d'initiative citoyenne, ou en tout cas des équivalents, existe dans pas mal de pays. Et devinez quoi, ça se passe plutôt bien. En Suisse, par exemple, avec les votations, la population peut proposer des lois. En Italie, on peut faire annuler une loi avec ce procédé. Aux USA, on peut proposer des lois au niveau de certains États et aussi faire virer un élu avec un procédé similaire. Donc, oui, c'est possible de mettre en place un système comme ça en France. Le pays ne sera pas à feu et à sang. La faisabilité de la chose est totale. Mais vu que ce n'est pas du tout dans l'intérêt du gouvernement de renoncer à sa toute-puissance, il préfère éviter le sujet, ou s'en emparer avant nous pour limiter notre marge de manœuvre. C'est sans doute un des grands enjeux du grand débat national, si tant est qu'il ait une véritable utilité. Vous avez peut-être remarqué qu'au mot référendum d'initiative citoyenne, les Gilets jaunes ajoutent les termes en toute matière. C'est pour éviter de se la faire mettre à l'envers, en fait.
Parce que le gouvernement pourrait très bien instaurer un RIC, mais pas en toute matière. Nous interdire certains sujets ou certaines formes de RIC. En Italie, par exemple, il est uniquement abrogatif. On ne peut pas proposer de loi, on peut juste demander leur annulation. C'est pourquoi il est à l'heure actuelle très important pour les Gilets jaunes de lutter pour la mise en place d'un RIC en toute matière. Il serait l'outil permettant de rendre au peuple sa souveraineté. Il rendrait aux citoyens le pouvoir qui leur est dû. Bien entendu, certaines personnes y sont opposées, mais souvent, leurs arguments sont faciles à démonter car ils sont soit élitistes, soit antidémocratiques, soit pleins de mauvaise foi. Parmi les arguments des personnes opposées au référendum d'initiative citoyenne, il y en a qui me font sourire. Parmi lesquels, on voterait pour des trucs débiles. Non. Déjà, il faudrait que la proposition recueille suffisamment de signatures pour être soumise au référendum. Étienne Chouard parle de 700 000, mais ça pourrait être beaucoup plus ou beaucoup moins. Ensuite, avec le référendum, on peut être sûr qu'une écrasante majorité des gens ne voteront pas pour un truc débile. Un débile qui saute sur place fait plus de bruit qu'une centaine de gens qui réfléchissent. D'accord ? Les gens sont trop cons pour savoir quoi voter. Ça, c'est un autre argument qui revient souvent. Ils sont assez intelligents pour choisir des gens qui votent pour eux, mais pas pour voter directement. En quoi un élu serait mieux renseigné sur un sujet qu'un citoyen lambda? Et quand bien même, il suffirait d'expliquer les pour et les contre à chaque fois. Comme ça, les gens disposent de tous les éléments pour voter. Oui, mais ça va favoriser les extrêmes et certaines idéologies. Ça encore, c'est faux. Il y aura peut-être des propositions de loi dans ce sens. Mais au moment du vote, ça n'aboutira pas pour la simple et bonne raison que la population est diversifiée. Ça s'est déjà vu plusieurs fois en Suisse. Ce qui compte, c'est l'opinion majoritaire, pas celle d'une minorité bruyante. Et une minorité, si nombreuse soit-elle, ce n'est pas, par définition, la majorité. Tu pourras avoir 10 millions de gens qui votent pour une loi raciste. Si en face t'as 20 millions de votes contre, elle ne passera pas. Un autre argument qui est pour moi un des plus débiles, et un des plus chargés en mauvaise foi, c'est le coup du « ça va donner un avantage considérable au lobby ». Sérieusement ? C'est quand même vachement plus facile de corrompre 400 députés que 60 millions de votants, non ? Autre argument qui revient souvent, c'est n'importe quoi, on va voter tous les 15 jours, ça va être le bordel. Alors déjà, il n'y aurait rien de mal à voter souvent. Et en plus, ça ne marche pas comme ça en Suisse, par exemple. En Suisse, tu votes 2 ou 3 fois par an, mais à chaque fois, tu réponds à plusieurs référendums en une seule fois. C'est un peu comme un QCM. Donc rien ne nous empêcherait de définir des votes trimestriels, par exemple, où on répond à 5, 10, 15 propositions. Et on fait quoi? Autre argument, on fait quoi si on se rend compte qu'un truc qu'on a voté, c'était une mauvaise idée et qu'on en pâtit? Eh ben c'est très simple. On refait un référendum, mais cette fois-ci un référendum abrogatoire pour annuler cette loi. Autre argument, celui-là j'ai un peu du mal à le comprendre, mais bon, passons. C'est pas un système politique compatible avec la politique des autres pays. Bah si. Et en plus, je vous rappelle que d'autres pays pratiquent déjà le référendum d'initiative citoyenne. Donc, autre argument, celui-ci sur le plan de la technique, ça va être trop galère à organiser, ça va demander des ressources considérables. Bon. À l'heure du numérique, je pense qu'une plateforme en ligne suffit. Et pour ceux qui ne veulent ou peuvent pas utiliser Internet, ils n'auront qu'à se rendre dans des bureaux de vote où ils auront accès à des ordinateurs. On pourrait même imaginer que dans les bureaux de vote, on puisse voter avec du papier, avec un petit QCM, et qu'ensuite les résultats sont retranscrits informatiquement par les personnes du bureau de vote. Enfin bref, à l'heure du numérique, c'est un truc tout à fait faisable. Donc l'argument de la mise en place technique et tout le bordel, pour moi, on est encore un peu dans le foutage de gueule. Enfin bref, vous l'aurez compris, le référendum d'initiative citoyenne en toute matière, c'est le Graal pour les citoyens. Nos dirigeants le voient d'un mauvais œil, alors ils préfèrent le diaboliser, mais c'est très dur de trouver de véritables arguments contre. D'ailleurs, vous allez voir que leurs arguments, ça va toujours être les mêmes en boucle, et clairement, c'est un truc dans l'air du temps de donner plus de pouvoir à la population. C'est pourquoi je pense qu'au final, le gouvernement voudra l'apprivoiser, le domestiquer rapidement et le castrer en lui ôtant sa dimension pluridisciplinaire. Il est plus logique pour le gouvernement de dire « oui, ok, on le fait », de le faire vraiment, mais de le rendre nul ou inopérant. Et c'est tout à fait compréhensible. Moi, à leur place, je ferais pareil, c'est logique. Mais c'est amoral et antidémocratique, qu'on le veuille ou non. Un autre argument qui m'a fait marrer, c'est que le ministre de l'Intérieur a dit « oui, mais s'il est abrogatif, ça pourrait annuler le mariage pour tous ». Non. Statistiquement, c'est pas vrai, puisque d'après plusieurs sondages, le mariage pour tous est soutenu par environ 62% de la population. Il me semble que c'était un sondage de Europe 1 que j'avais lu. Faut vraiment se méfier des minorités bruyantes, et c'est un piège qu'utilisent souvent les détracteurs du RIC. Oui, le racisme
l'antisémitisme, l'homophobie et une chier d'autres préjugés à la con existent en France. Oui, on en entend souvent parler et une place de plus en plus importante leur est donnée, mais ils sont toujours très loin d'être majoritaires. Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Ton oncle raciste fait plus de bruit que tes 63 potes qui s'en battent les couilles. C'est normal. Alors, pourquoi le gouvernement n'a pas intérêt à ce que le RIC soit en toute matière, les matières étant législatives, c'est-à-dire qui permet de proposer des textes de loi ou des réglementations, abrogatif, ce qui permet d'annuler justement ce qui a été établi par le biais du législatif, constituant, ce qui permet de modifier la Constitution, aussi le RIC révocatoire, qui permet de virer un membre d'une institution, un élu, quel qu'il soit. Ça va des maires au président de la République, enfin, n'importe qui exerce du pouvoir institutionnel peut être viré. Voilà. Déjà, avant même de parler des différents types de RIC, la notion d'initiative citoyenne leur casserait les burnes, parce que ça voudrait dire que la population pourrait lancer un référendum de son propre chef. Pour l'instant, comme je l'ai dit auparavant, seul le président de la République peut lancer des référendums. Et s'il ne veut pas en faire, il n'en fait pas. Rien ne l'y oblige. En plus, c'est lui-même qui choisit la question qui est posée à la population. Et il n'y a rien de prévu dans le cas où il ne respecterait pas la réponse de la nation. Le truc est totalement inutile pour nous. Le référendum, à l'heure actuelle, si on ne se plie pas à la réponse donnée, il ne sert à rien. Alors, ce qui emmerderait surtout l'exécutif avec le référendum d'initiative citoyenne abrogatif, c'est-à-dire qui permet d'annuler un texte de loi, c'est justement qu'on pourrait annuler des lois injustes. Des lois qui en favorisent certains au détriment d'autres, des lois qui dégradent nos conditions de vie pour améliorer celles d'une minorité. Les lois doivent défendre les valeurs de notre République, la liberté, l'égalité et la fraternité. Elles doivent correspondre à la volonté nationale, aux légitimes détenteurs du pouvoir. Elles doivent protéger les faibles et contenir les forts, lutter contre la précarité et non pas l'accentuer. Elles doivent permettre à chacun de vivre une vie belle et libre. C'est pourquoi le référendum d'initiative législative leur fait également peur, puisqu'avec celui-ci, on pourrait typiquement adopter des lois qui permettent à chacun d'avoir une vie belle et libre. Parce que les lois qui en favorisent certains, il y en a à l'appel, dont les élus eux-mêmes. Le référendum d'initiative citoyenne constituant est sans doute le plus effrayant à leurs yeux, je suis quasiment sûr qu'on ne l'obtiendra jamais. Il permet tout simplement de changer l'intégralité des règles du jeu. Ces fameuses règles qui disent comment le pouvoir s'exerce. Si on touche à ça, ils peuvent potentiellement perdre leur pouvoir ou le voir considérablement amoindri. C'est comme si le mec à qui tu as passé un flingue s'en servait pour te le mettre sur la tempe et te le rendait juste après. T'as envie de prendre le flingue et de lui faire « Ah, on fait moi le malin maintenant !» C'est typiquement le genre d'attitude qu'on aurait tous si on avait la possibilité de changer la Constitution. Donc, je ne pense pas que le référendum constituant sera adopté par le gouvernement. Ça consisterait à se tirer une balle dans le pied. Sauf s'ils n'ont vraiment plus rien à perdre, ce que je pense pas. Le référendum d'initiative citoyenne révocatoire leur fait peur aussi, puisqu'il permet de virer n'importe quel élu qui ferait mal son travail, et devinez quoi, il y en a pas mal pour lesquels c'est le cas. Et comme par hasard, ce sont souvent ceux-ci qui qualifient le RIC révocatoire de coup d'État permanent, et nous sortent de grands discours sur la légitimité du mandat. Déjà, ce n'est pas parce qu'on a une légitimité légale que l'on a une légitimité morale. Ensuite, une personne qui est élue dans le cadre d'un mandat, c'est qu'elle est justement mandatée par les électeurs pour respecter certains engagements. On fait quoi quand ils sont au mieux ignorés et au pire trahis, ces fameux engagements sur lesquels repose la légitimité? On fait quoi quand l'élu se joue de nous, quand il trahit ce pourquoi il a été mandaté? Il n'y a bien qu'en politique que quand une personne commet des fautes graves, elle n'est pas révoquée sur le champ. Elle est même totalement immunisée. Les élus sont nos obligés, pas nos obligeants. Ce ne sont pas des chefs mais des représentants, et bien trop nombreux sont ceux qui semblent l'oublier et qui jouent au petit chef. Quand on se sait invincible, on a tendance à abuser de notre position dominante. Quand on a du pouvoir, on finit toujours par l'exercer dans son propre intérêt. Et n'oublions pas qu'il y a aussi des élus qui font très bien leur travail. Adopter le RIC ne veut pas forcément dire renoncer aux élus. Juste mieux les encadrer, s'assurer qu'ils mènent bien leur mission, qu'ils font le taf pour lequel ils sont payés, bon sang. Il y a toujours des questions, des détails pour lesquels on aura besoin de s'appuyer sur des hommes politiques. Certaines questions n'ont pas nécessairement besoin d'être traitées par référendum, d'autant plus que, pour le coup, certaines questions, l'immensité de la population n'y comprendrait rien.
Les seuls hommes politiques qui ont à craindre le RIC sont ceux qui servent les intérêts qui ne vont pas dans le sens de la majorité de la nation. Sont ceux qui vont contre la volonté de la population et contre les valeurs de notre République. Donc vous l'aurez compris, le référendum d'initiative citoyenne, c'est un truc hyper cool pour nous, mais pas pour nos dirigeants. Ils vont tout faire pour le castrer, ils vont tout faire pour interdire certains sujets, certains domaines. Ils vont appeler ça des garde-fous. Un autre truc qui me fait peur, c'est qu'ils pourraient très bien choisir d'écrire eux-mêmes les règles de ces référendums, et ils pourraient les rendre inefficaces ou potentiellement inopérants, parce que à leur place, c'est typiquement ce que je ferais. Truc tout bête, imaginons qu'ils s'autorisent le RIC en toute matière, mais que pour qu'un résultat soit opérant, il doit être voté à l'Assemblée nationale. Si la majorité des députés est contre, c'est pas appliqué. D'un côté, t'as plusieurs dizaines de millions de personnes qui demandent une loi, de l'autre, t'as 300 mecs qui disent non et qui la mettent à la poubelle. Dans la situation actuelle, avec la majorité présidentielle, au final, ça serait toujours Macron qui aurait le dernier mot, même si on avait un RIC en toute matière, si c'est eux qui écrivent les règles. Si ce sont nos représentants qui définissent une nouvelle fois les règles du jeu, il leur sera forcément favorable. On peut imaginer une quantité astronomique de pièges à la con pour qu'au final, le truc ne serve à rien. C'est pourquoi les Gilets jaunes désirent que les règles du RIC ne soient pas définies par des élus, mais par une assemblée citoyenne, des messieurs tout le monde qui ensuite proposent ces règles au reste de la population via référendum. On se crée nous-mêmes notre propre outil démocratique. Là, j'en entends dire d'un ton condescendant, tu veux plutôt dire les Gilets jaunes prennent le pouvoir, la dictature se met en marche, ils vont prendre le contrôle, ces gros beaux font gagner. Ceux qui pensent ça, je vous renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure, le but c'est de rééquilibrer le partage du pouvoir, c'est l'opposé exact d'une démarche dictatoriale. Peut-être, mais c'est la dictature de la majorité. Alors, ça c'est le genre d'argument qui me fait sourire. Déjà, la dictature de la majorité, on appelle ça la démocratie en fait, et c'est incontestablement une des phrases les plus ridicules pour critiquer la démarche. Le RIC, c'est un truc extrêmement démocratique, c'est l'outil démocratique en puissance. Et pour éviter d'éventuelles dérives, on peut tout à fait créer des règles qui ne viendront pas pour autant dénaturer le RIC. Oui, on peut créer nos propres garde-fous. Par exemple, un garde-fou auquel j'ai pensé personnellement, ça serait « il est interdit de proposer ou supprimer une loi qui mettrait en danger la vie d'autrui de manière non consentie par la personne en danger » ou « il est interdit d'abroger une loi constituant une avancée sociale manifeste » ou « il est interdit de révoquer un élu sans motif réel ». Voyez, plutôt que d'interdire carrément le type de RIC en lui-même, juste lui adjoindre des petites sous-règles pour éviter de faire des conneries, parce que c'est possible dans des situations extrêmes qu'il y ait des conneries qui soient faites. Mais plutôt que dire on empêche les trucs qui permettent de virer des élus, on dit juste pour que l'élu soit viré, faut qu'il y ait un motif réel. Plutôt qu'interdire les gens de proposer des lois ou d'en supprimer, on leur dit juste ces suppressions ne doivent pas aller contre certains garde-fous. Là, oui, là, moi, je suis d'accord. Mais il ne faut pas que ces garde-fous soient définis par le gouvernement. Ou en tout cas, qu'il n'y ait pas de réflexion de citoyens quant à la nature de ces garde-fous. Parce que sinon, les garde-fous, ça va être, si le gouvernement n'est pas d'accord, vous faites pas. Et voilà. Et du coup, on est baisé tout autant. C'est ça le problème. Bon, en gros, le plan des Gilets jaunes, de ce que j'en ai compris, et ce qui me paraît, moi, en tout cas, le plus optimisé, c'est 4 étapes pour garantir que le truc serait bien démocratique. Dans un premier temps, un référendum traditionnel, par exemple à l'initiative du président de la République, pour savoir si les gens sont pour ou contre la mise en place d'un RIC. Donc on demande aux Français, voulez-vous, oui ou non, qu'on crée un RIC? Logiquement, le oui devrait gagner, puisque d'après une chier de sondage, les Français y seraient favorables. D'ailleurs, le RIC, c'est un truc qui était dans le programme de plusieurs candidats à l'élection présidentielle, parce que tout le monde, même les hommes politiques, savent très bien que c'est le genre de truc que veut la population. Donc voilà. Donc le oui passe au référendum. Donc la volonté nationale est de mettre en place le référendum d'initiative citoyenne. Ok. De toute façon, il faudrait être soit con, soit mal informé pour s'opposer au référendum d'initiative citoyenne. Enfin bref. Ensuite, à la suite de ça, constitution d'une assemblée citoyenne qui va déterminer les règles qui définiront la façon dont le RIC fonctionnera. Donc le truc qui serait le plus égalitaire, c'est de prendre vraiment des gens au hasard, leur expliquer quand même ce qu'ils sont censés faire, quels vont être les enjeux du truc, les grandes lignes sur lesquelles de toute façon tout le monde est à peu près d'accord, et ça va être à eux de choisir quels vont être les garde-fous, etc. Ensuite, ces règles proposées par l'Assemblée citoyenne sont soumises au peuple, encore une fois, via un référendum classique. Approuvez-vous, oui ou non, le texte du RIC tel qu'il est présenté par l'Assemblée citoyenne? Adoption ou refus des dites règles,
Donc en gros, si les gens votent majoritairement pour, on adopte le référendum comme ça. Si les gens votent contre, les négociations et les réflexions reprennent avec l'Assemblée citoyenne. Voilà, tout simplement. Si c'est accepté, au final, le référendum d'initiative citoyenne en toute matière est officiellement en fonctionnement en France. On peut proposer des lois, les annuler, changer la Constitution et virer des élus, et en respectant tout de même certaines règles, mais qui ont été définies par nous, pas par ceux d'en haut. Parce que si c'est ceux d'en haut qui décident, je le dis et je le redis, ça leur sera forcément favorable. Bon. Concrètement, je pense que le gouvernement va essayer de jarter ou tricher avec une ou plusieurs des 4 étapes que je vous propose. Je pense d'ailleurs que c'est un des buts du grand débat national. Donc, ce qui nous amène à cette question, comment imposer cette fameuse démarche en 4 étapes si en face ils ne veulent pas l'adopter? Alors là, vous allez être triste, mais je n'ai absolument pas la réponse. Après, il y a plusieurs courants de pensée chez les Gilets jaunes. Premièrement, il y a tout simplement poursuivre le mouvement, continuer inlassablement, week-end après week-end, samedi après samedi. On continue de manifester. Et on compte sur un ras-le-bol du gouvernement. Pourquoi pas? Pour d'autres, ça serait jouer avec les règles actuelles. Fonder des partis politiques traditionnels, élire des représentants, etc. Mais ça comporte des risques, pareil. Déjà, le premier risque, c'est qu'une majorité du mouvement, comme je l'ai dit au début de la vidéo, désapprouve totalement toute forme de représentativité. Et donc, à partir du moment où un gilet jaune se hisse en représentant politique, les autres le suivent plus. C'est con. Après, autre problème qu'il peut y avoir, c'est que du coup, un gilet jaune qui est élu peut se retrouver à aimer avoir une position dominante s'il n'est soumis à aucun contrôle. Donc, il va se mettre à faire la même politique que le reste du corps législatif ou exécutif. Donc, il passe de l'autre côté, quoi. Un autre problème aussi avec le système traditionnel de représentativité, etc., c'est que ça va prendre énormément de temps. Faut faire des listes électorales, faut se présenter aux élections, faut les remporter, etc. C'est trop long. Les gilets jaunes, ils veulent quand même des solutions assez rapidement. Et comme je l'ai dit, voilà, la représentativité, je pense que ça marchera pas. Bon. Il y en a d'autres qui pensent que un des moyens d'imposer la volonté des gilets jaunes, ça peut être le recours à la violence. Ça, c'est un truc que je trouve particulièrement débile, puisque pour l'instant, en termes de capacité à déployer de la violence, c'est l'exécutif et donc le gouvernement qui est le plus fort. Donc, les premiers qui sortiront des flingues côté gilets jaunes vont se faire laminer la gueule par le gouvernement, à moins que les forces armées rejoignent les gilets jaunes, ce qui me paraît totalement improbable, et s'ajoute à ça que ça aboutirait nécessairement à une guerre civile, et ça pourrait impliquer d'autres pays, et ça serait un bordel incommensurable, il y aurait des morts et tout le bordel. Non. Clairement, je pense qu'on n'est pas du tout à ce stade-là. Les gens sont pas en train de crever la gueule ouverte. Il y en a énormément qui ont des vies misérables, qui sont prêts à être violents, mais certainement pas à massacrer des gens, à sortir des flingues, à faire des headshots à tour de bras. Je pense pas qu'on en est là du tout. Donc voilà. L'optique violence plus guerre civile, j'y crois pas du tout. Et c'est vraiment le pire des scénarios. Reste donc, ce qui a été dit au début, la rue. De gigantesques mobilisations et l'attente que le gouvernement cède. Ça pourrait marcher, mais le gouvernement à l'heure actuelle a l'air plutôt têtu, Macron ne veut pas lâcher, il a défini clairement son cap, il a dit, redit, persiste et signe qu'il va tenir son cap. Donc, c'est un petit peu chaud. Après, d'après Yvan Bachot, un monsieur qui milite pour le RIC depuis plusieurs années, avant même que ça devienne un truc un peu à la mode, il y a des études américaines qui ont été menées dans ce sens. Et selon ces études, qui avait pour but de savoir combien de personnes il faut mettre dans la rue pour qu'un gouvernement cède aux revendications de ces personnes, il me semble que ces études concluent qu'il faut au moins 3% de la population dans la rue. En France, ça équivaut à 2 millions de personnes. Si ça se produit, d'après cette étude, le gouvernement céderait. J'en sais pas plus sur la dite étude, donc je ne vais pas trop spéculer là-dessus, mais ce qui est vrai, c'est que dans tous les cas, les mathématiques sont contre le gouvernement. On est vraiment dans une situation où l'idée est contagieuse et remet en question notre rapport au pouvoir. Et quand on a un avis éclairé sur la question, on ne peut que vouloir la voir appliquée, alors on la propage. Je conclurai cette vidéo avec ces quelques mots de Victor Hugo. Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu.